Hello les Itatas, César Fenou revient chez vous avec une émission dans laquelle nous allons parler musique et engagement. Notre invité fait partie du paysage musical martiniquais depuis plus de 30 ans. Il a traversé les époques et les styles musicaux sans jamais se démoder. Multi-instrumentiste, auteur, compositeur, interprète, valeur sûre de nos spectacles live. Il était aussi gérant d'un club-restaurant qui a fait l'actualité durant la crise sanitaire. Martiniquais fier et engagé, il porte haut ses convictions, surtout contre les injustices. Bonsoir Luc Labonne. Bonsoir Jean-Marc. Ça en fait. Moi bien. Et merci de me recevoir, mon content tout bonnement. Alors, je le disais, ces 3 dernières années n'ont pas été faciles pour toi. Alors, pas forcément sur le plan musical, mais pour une autre raison, le vieux Foyal et la crise sanitaire. Effectivement, mais la musique amène un certain équilibre, puisque nous avons cette chance, nous musiciens, d'avoir des instruments à la maison, de travailler à la maison, de toujours être dans un épanouissement permanent. Mais c'est vrai que les 3 dernières années n'ont pas été simples du tout, et nous le payons encore au cash jusqu'à présent. J'ai plein d'amis, on en parle souvent, de reconversion, des gens qui étaient dans la restauration ou qui étaient encore dans beaucoup d'autres secteurs d'activité, et puis qui, là, ont dû repenser un peu leur vie. C'est toute une vie qui change, et les choses n'ont pas été simples. Les choses ont été même très dures, très difficiles, et puis, pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de plutôt engagé. Tu parlais à l'instant d'injustice en me présentant. J'ai estimé qu'il y a eu à cette période-là énormément d'injustice. Bon, et tu as subi la double peine, puisque à la fois en tant qu'artiste, puisque le spectacle était impossible à ce moment-là, et puis en tant que gérant de club-restaurant. Tout à fait. Puisqu'il a fallu à un moment donné que tu le fermes. Oui, je n'ai pas, à un moment donné, c'était ou ça ou la prison à vie, parce que j'étais une sorte de trafiquant de haut vol, je ne sais pas comment définir l'histoire, mais j'étais présenté ainsi, alors que je voulais juste travailler à la sueur de mon front, parce que j'ai un garçon, j'ai de la famille, et il était important pour moi de continuer à travailler, sauf si toute la démarche qui était présentée était cohérente, ce qui n'était pas le cas, puisque j'étais présenté comme une activité non essentielle à l'époque, en qualité de restaurateur, sauf que si je suis non essentiel, je crois que c'est un peu ce que j'ai dit aux autorités quand elles se sont présentées à moi. Je veux bien être un non essentiel à condition que certaines grosses structures comme la FDJ ou d'autres structures soient aussi non essentielles. En quoi est-ce que des jeux ouverts au public peuvent être essentiels à la vie d'un Martiniquais quand on sait qu'on subit une période d'aussi grosse et d'aussi forte turbulence. Voilà. Alors, on va revenir sur cette affaire dans la 3e partie de l'émission. Auparavant, on va parler de ton parcours personnel, familial, et puis bien entendu de ton itinéraire musical, artistique. On commence par Kimounouye. Alors, Luc Labonne, Kimounouye. Eh bien, moi, c'est Jean Verpré. Moi, je suis né en Lomoun qui parlait d'Ilagio. Moi, je suis né en 67. Moi, je suis né en 25 novembre 67. Moi, c'est Jean Verpré. Mon père dit moi, c'est Jean Verpré, puisque maman, papa, moi, né Verpré, grand-papa, moi, toute mon famille, moi, ou c'est dit nous, toutes là, nous, né Verpré. Donc, je suis alors, le Verpré, on précise qu'il n'est pas une commune, mais un quartier du Robert. Il n'a pas encore son indépendance. C'est assez particulier, Jean-Marc. Merci de la taquinerie. J'ai pour habitude de dire à mes amis que Monaco fait partie de la France, mais Monaco n'est pas français. Donc, pour taquiner un peu mes copains robertins, j'estime que nous sommes un État dans l'État. Tout simplement. Avec quand même un peu plus de 7000 habitants. Déjà à l'époque, il y avait plus de 6000 habitants au Verpré. Je parle de chiffres qui remontent à facilement 15 ans de ça. Donc, je pense qu'on doit être 8000 habitants. Je pense que nous devons faire des envieux quand nous savons que certaines communes de l'île ont 900, 800 ou 1200 habitants. On est quand même à peu près 8000 au Verpré. 2 ou 3 mots pour résumer ta personnalité. Est-ce que c'est possible, ça? En 2 ou 3 mots, je pense être une personne passionnée. Je suis une personne passionnée. Tu as d'ailleurs chanté un titre, L'amour passionné, en 1998. Voilà. Avec Palfret à l'époque. Avec Acoustic Zouk et Annick Charlec en duo. Donc je pense être une personne vraiment passionnée
une personne engagée, ce qui a du bon, mais pas que, hein, parce que ça ne plaît pas à tout le monde hein, de dire véritablement, d'avoir quelqu'un face à soi et de s'entendre dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre dire. Quoi. Donc voilà, en deux mots, une personne engagée et passionnée. Voilà. On va commencer par une première photo, on va dire celle grâce à laquelle tu es là, quelque part. Tu sais de quoi je veux parler? Ah ben oui, le mariage des parents. Le mariage des parents, ma mère qui est toujours là, qui a 88 ans. On va voir d'ailleurs une très belle photo d'elle tout à l'heure. Voilà, et le pater, mon père qui n'est plus depuis 1993. Et c'est une belle photo. Hein. C'est vraiment une belle photo. C'est une photo que nous avons à la maison. Voilà. Et on va retrouver Merci. maintenant le petit Luc sur sa maman. Ouais, cette photo, ben ouais, j'étais... Alors, la particularité de cette photo, on s'en rend peut-être pas compte, mais je suis né, fort heureusement, les choses ont changé. Je suis né à 5 kg 200 grammes. Ah ouais, beau bébé. Ouais. Gros bébé. Donc, Gros le bébé, patiné, ouais. l'a fait là. Donc, quand j'avais peut-être des copains à la maternelle déjà là, moi, c'est peut-être pas tête comme ça, parce que je suis né, je faisais... À la naissance, je faisais quand même plus de 5 kilos, donc ce qui est énorme. Voilà, et c'est une belle photo avec ma mère. Bon, depuis, tu as beaucoup grandi, donc voilà. Dans 1m93, donc voilà. Et puis, je fais du sport, et puis, mon cas vivre comme moi. Donc voilà, j'ai perdu ce poids de bébé. Et tu es le dernier de la fratrie, en fait. Oui, hein? le dernier. Le Combien de dernier, frères nous et sœurs? étions au départ 5. Nous sommes 4. Nous avons perdu un frère en 2008, en 2007. Une seule fille parmi vous, c'est ça? Une fille, 4 garçons. Voilà, dont un frère qui n'est plus là depuis 2007. Voilà. Et puis tu en parlais, tu vas reconnaître cette église, forcément. L'église du Verpré. Donc tu parlais du Verpré, alors c'est à la fois un quartier du Robert, c'est aussi un terroir de musiciens. C'est un terroir de musiciens. Pas seulement, hein, mais bon. Alors, j'ai envie de m'arrêter sur l'église, parce que la photo, je la vois. Ouais. C'est un passage obligé, en fait, hein, très honnêtement. J'espère que ma mère, si elle écoute cette émission, elle comprendra. C'est un passage obligé, parce que dans beaucoup de familles, il y avait des croyants, dans d'autres familles, des croyants pratiquants. Donc, passage obligé, baptême, et puis communion et compagnie. Mais après, on réfléchit et on peut reconsidérer beaucoup de choses, comme par exemple l'Église. Ouais. Ce qui veut dire que tu n'es pas forcément très croyant. Ah non, pas du tout. Athée même. Je ne suis pas athée. Je ne suis pas athée parce que je crois en l'homme. Ouais. Je crois en l'homme, je crois en cette personne qui sera face à moi et qui aura de bonnes vibrations, qui aura de bons sentiments, qui aura envie de réaliser de belles choses tous les jours sur Terre. Et c'est ce qui fait de moi une personne pas athée. J'ai envie de croire en certaines choses. Je crois en l'homme. Voilà. Mais très sceptique sur la religion. Non, mais bien plus encore. Alors, par contre, la musique, c'est ta vie et depuis très tôt. On va te voir là à la guitare, hein, avec une guitare. Avec une guitare, pas à la guitare. Donc c'était, je pense, j'ai envie de croire, j'ai envie de me dire que c'était un fantasme chez beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants. Là, j'avais, avec un pansement au front, parce que en même temps, je faisais du karaté, m'en désirais, et donc je m'étais fracassé le front avec des points de suture. Mais je pense qu'à cette époque, déjà, j'avais des frères qui étaient un peu musiciens. Et donc, il y avait forcément quelques instruments qui traînaient à la maison. Et donc, c'était déjà un fantasme à l'époque, très tôt. Ouais. Voilà. Et qui t'a initié? Donc, ce sont tes frères surtout qui... Non, parce que mes frères avaient ou ont entre 10 et 14 ans de plus que moi. Ah donc, oui. voilà, c'était quand même un fossé. Non, je pense que je m'y suis mis parce que j'ai écouté beaucoup de musique. Tu te souviens du moment où tu as commencé à jouer d'un instrument? Tu avais quel âge à peu près? Au collège. D'accord. La flûte à bec. Donc, passage obligé, encore une fois. 11-12 ans, oui. Voilà, 11 ans, flûte à bec. J'étais un peu fumiste parce que j'avais de superbes notes en pratique et en théorie, c'était juste lamentable. Mais très tôt, depuis le collège, je m'y suis mis et je crois que, en 84, 85, c'est véritablement là que j'ai
envie de dire que j'ai été, ça risque de paraître prétentieux, mais que j'ai été appelé. Voilà, j'ai envie de dire ça. Et tu as notamment joué, c'est au saxo que tu jouais particulièrement. Voilà. Et puis très tôt, je me suis mis à la composition et j'ai chanté en 80. En 80, j'ai un souvenir, nous avions un groupe à l'époque, nous avons enregistré pour la première fois, c'est la première fois que j'allais en studio d'ailleurs au Lamentin, c'était le studio Frégate, la famille Héloïse, qui sont aussi des musiciens très connus ici, hein, Joël et Jacques Héloïse, mon café un petit bonjour, et nous avions le groupe Zamal et nous étions en enregistrement, premier enregistrement. Bon, après, il y a toute la motivation, on est jeune, on est fougueux et tout ça, et puis bon, finalement, en arrivant là-bas, on s'est rendu compte que ce qu'on voulait véritablement faire, c'est pas vraiment ce qui est ressorti de notre projet, quoi. Il fallait quand même qu'on revoie notre copie. Donc j'ai ce souvenir, et puis suite à ça, je me suis mis à la composition. Et puis j'ai eu une histoire assez intéressante, parce que j'ai un ami, guitariste, François Pignol, qui est sur Ducos, qui est encore musicien, qui a un magasin d'instruments de musique, et qui, à un moment donné, composait pour Catherine Telamon. Donc là, nous sommes de manière assez précise en 87 ou 88. Et François Pignol me dit, bon, il faut que tu viennes travailler avec moi et tout. Donc on a fait des arrangements de chœur, ça se passe super bien. Et au moment, parce que le disque devait être enregistré en France, au moment, il y avait aussi Mireille Martelly, au moment où on devait partir, le producteur a estimé, ce que je peux comprendre avec les années, ce que je peux comprendre, il a estimé qu'il y avait beaucoup de choristes en France, donc pour qu'ils en aient fait le club bonne partie, qui était Martinique, alors qu'en France, c'est là qu'il y a des choristes. Et François, je me souviens très bien de cette histoire, a dû faire tous les petits commerces de Ducos, où je dois bailler un petit monnaie là, un petit monnaie là, un petit monnaie là. J'ai trouvé ça extrêmement courageux. Pour te faire partir. De sa part, voilà. Il nous a fait partir tous les deux, les billets d'avion étaient payés. J'ai envie de dire que cet homme, oui, je lui réserve une belle part dans mon parcours. Voilà. Alors, on va revenir sur ta carrière musicale dans un petit moment, mais on va d'abord voir la photo suivante. Comme beaucoup de Martiniquais à l'époque, tu jouais au football? Oui, j'ai joué. Alors, le football, c'est assez particulier, puisque en tant que VRP1, à l'époque, bon, c'est pas comme maintenant, hein, il n'y avait pas 12 000 activités sportives à l'époque. Pour nous, c'était le football. Donc j'ai fait toutes mes licences, j'ai fait toutes mes années à la CVRP. Et puis plus récemment, ça remonte à 6 ans, j'ai été, allez, on va employer un mot savant, les gens aiment dire ça, j'ai été approché. En fait, je n'ai pas été approché, c'est simplement que mes copains, présidents de l'époque de la CVRP, du club et vice-président et tout, ils sont venus me voir à la maison en me disant, Luc, écoute, on cherche un président et il faut que ça soit toi. Voilà. Pour plusieurs raisons, bref. Et donc, je me suis retrouvé, après avoir été joueur de la CVRP, je me suis retrouvé à la présidence de la CVRP pendant une mandature. Et tu avais quel âge à ce moment-là? Il y a 6 ans de ça. D'accord. C'est assez récent. Il y a 6 ans de ça. Et ça a été une belle expérience. J'ai fait ce que j'ai pu. Et je crois que ma motivation première n'était pas forcément la performance et les résultats. C'était aussi... pour moi, une façon de donner un certain équilibre à des jeunes VRP1 et des jeunes qui venaient des communes voisines, afin qu'ils puissent travailler, parce que nous avions quand même un vivier de jeunes, mais de jeunes qui étaient en chômage, et qui étaient pour certains des pères de famille et tout ça, mais qui ne travaillaient pas. Donc, fort heureusement, et là j'ai eu beaucoup de chance, je suis tombé sur un chef d'entreprise qui travaillait dans la fibre optique à l'époque, et... nous avons eu, lors de mon mandat de 3 années, sur la première année, 10 embauches. Ah oui. 10 embauches avec chacun de ces joueurs qui repartent avec un CDI, qui ont été formés pour la plupart. Et voilà, j'ai trouvé cette mandature dans mon club, puisque j'ai joué au foot au VRP, et je continue à aller au match quand je peux. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Non pas pour moi, parce qu'il ne s'agit pas de se tirer la couverture, forcément, mais pour le club, pour le VRP et aussi pour les jeunes qui ont intégré cette formation. On passe à une séquence très importante pour toi. On regarde d'abord cette première photo. Ouais. Ah ouais, mon fils. Leandro. Fils, pourquoi Leandro? Le 26 avril 2008. Alors pourquoi Leandro? Simplement parce que
le deuxième prénom de mon père, donc c'est la bonne Jules Léandre. Donc, j'étais assez loin, et sa maman aussi. Nous étions assez loin d'un prénom masculin, je ne sais pas pourquoi. C'était une femme, ça serait une fille, forcément. Et puis, nous avons un garçon qui arrive. Donc, il fallait déjà, dans un premier temps, faire vite. Alors, Léandre, quand je présente ça à mon épouse à l'époque, nous étions mariés, elle me dit, ouais, mais Léandre, parce que sa maman est de Salvador de Bahia, du Brésil. Et donc, elle me dit, ouais, mais si notre fils va au Brésil un jour, Léandre, ça fait bien français, quoi. Pour un mec qui est moitié brésilien, ça fait bizarre. Ouais. Donc, on va mettre un O. Voilà. D'accord. Donc, d'où le prénom Léandro, qui est né le 26 avril 2008. Et on va revoir le bébé Léandro, qui était aussi un beau bébé. Hein, Ah ouais. Et d'ailleurs, c'est assez particulier, il est né à l'hôpital du Lamentin. Je crois que c'était peut-être la dernière année de l'hôpital. Le vieil hôpital du Lamentin. Le vieil hôpital, dans le bourg. Dans le bourg. Et j'avais quand même pas mal d'amis qui y travaillaient, dont la sage-femme. Et ces gens, je leur avais dit mon poids de naissance. Donc 5,2 kg. Je me suis rendu compte lors de l'accouchement que le personnel, là, ils avaient fait des paris entre eux, quoi. Mais c'était juste mignon. Là, t'es sympathique. Ils avaient fait des paris entre eux pour savoir si l'enfant serait aussi gros que moi ou pas plus. ou moins ou plus. Ouais. Bon, moi, je suis né à 5,2 kg, il fallait vraiment chercher. Bien sûr. Et il est quand même né à 4,1 kg, donc gros bébé. Gros bébé. Et on va retrouver la complicité entre le père et le fils, là, sur une très jolie photo. Ouais, ça, c'est... Là, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé en peu de temps Parce que là, Parce que 2008, il a 15 ans maintenant. Il a 15 ans. Il a eu 15 ans le mois dernier. Et ce qui est assez particulier, c'est que là, 15 ans plus tard, 2008, 15 ans plus tard, ben, il fait 1m87. Ah oui. Voilà. Donc, c'est plus... là, il était sur un banc, quand on regarde la photo. Là, il n'a plus besoin du banc. Là, il me regarde presque dans les yeux, quoi. Voilà. Mais ce sont vraiment de beaux souvenirs. Tu es devenu père à 7 ans. Par choix. Par choix. Ouais, par choix. Quand on devient père au moment de la maturité, en fait, C'est ça. Il y a peut-être des erreurs qu'on ne fait pas. J'ai envie de penser ça. En fait, j'aurais pu, j'aurais pu avoir un enfant, avoir des enfants plus tôt, mais je crois que je n'étais pas prêt. Et puis, j'avais un regard assez particulier, déjà à l'époque, de la société dans laquelle on vit. Et je n'avais pas forcément... Je ne me sentais pas en mesure d'emmener à un enfant certaines garanties. Ouais. Bon, que j'ai bien sûr revu ma copie, Léandro. Voilà. Alors, on va retrouver Léandro avec quelqu'un d'autre qui compte beaucoup pour toi. Ah, ma maman. Voilà, avec ma maman. Donc, maman qui a 88 ans, Josette, qui est toujours là, qui a toutes ses idées bien en place. Là, tu as la tête en place. On ne peut rien dire à ce niveau. Et Léandro qui prend toujours plaisir à venir voir sa mamie, et qui discute, Et là, effectivement, on voit déjà qu'il est grand. Hein. Oui. Non, là... C'est une photo récente, d'ailleurs. Après, je fais 1m93 dans la famille et ma mère fait 1m56. Donc, trouvez l'erreur. Et ta maman, on va la retrouver, c'était, je crois, l'un de ses anniversaires récents, peut-être même le... Oui, le dernier anniversaire. Voilà, le dernier anniversaire avec la moustache. Bon œil, la maman. Oui. Ah oui, avec la moustachue, j'ai envie de dire ça comme ça, avec Laurie, avec Karen, ma compagne, Léandro, et ma mère qui fêtait ses 88 ans, c'était en février, là récemment. Quelle relation tu as avec ta maman aujourd'hui? Tu la vois souvent? Je la vois tous les jours, puisque elle est sur fauteuil roulant depuis plus de 10 ans maintenant. D'accord. Et donc, je suis celui qui, de toute la famille, on habite tous le Verpré, fort heureusement, mais nous vivons ensemble, nous vivons ensemble. Nous habitons la même maison, ce qui me permet de lui accorder le plus de temps possible. On termine la séquence Kimounouye avec Luc à la cuisine. C'est du bonheur. C'est du bonheur pour moi. J'ai souvent dit que si que je pourrais me contenter simplement d'une cuisine et puis d'instruments de musique dans une maison. Parce que c'est un épanouissement, c'est terrible, quoi. Tu aimes vraiment beaucoup ça, quoi. J'aime cuisiner. Tu as appris tout seul?
Tout seul. J'ai grandi dans une famille dans laquelle on aimait le bon manger, avec une maman qui cuisinait très bien. Et donc, bon, les rôles sont un peu inversés. Maintenant, je suis agréablement surpris de l'entendre me dire « Mais Lucas, attends, mais quand tu veux faire tel truc, comment tu fais, machin et compagnie ?» Donc, moi, j'ai trouvé ça belle. Mais j'ai grandi dans une famille dans laquelle on cuisinait beaucoup. Et puis, au-delà de ça, dans une famille dans laquelle on recevait beaucoup. On recevait, il y avait tout le temps des fêtes à Noël, à Pâques, on tenait cramancaille là, toute bagaille. Nous avons fait manger, on recevait toute la famille, on recevait les amis. C'était presque pas une maison, quoi. C'était un lieu où on se retrouvait tous. Et je crois que j'ai fort heureusement... En la bombe, quoi. En la bombe, exactement. Et tu sais, j'ai gardé ça à mon compte en tout bonnement. Et mes amis et moi, de toute manière, on ne réfléchit même pas. Quand il y a des choses à faire, bon, c'est quand même nous qui monter. Hein, donc... Tu as un plat que tu préfères? Que tu préfères faire? Cuisiner? Non, j'aime cuisiner. J'aime cuisiner. Parce que là, vous avez dit que c'est fruit ou café. Non, c'est pas fruit ou café. Non, là, mon autre café, mon capon, c'est d'autres noix de péton. Mon capon, c'est ça qui est là. Je ne mange pas de fruits de viande. Ah, tu manges pas de viande? Ouais, enfin, c'est assez particulier. Parce que c'est Bougaki qui attend l'émission, qui dit ouais, mais le comment tu vas chambre. Mon corps a rejeté la viande. D'accord. Par contre, j'arrive à manger les abats. C'est assez particulier. Je peux manger la cochon, ni en loup, je peux manger. Je peux manger le grain de bœuf et puis la peau sain. Mais la viande blanche, la viande rouge, je n'y arrive pas. Même si j'essaye pas à rentrer. Ouais, voilà. Bon, on arrive, c'est le cas de le dire, au gros morceau de cette émission, c'est Matinique. Alors Luc, tu nous as déjà un petit peu parlé de la découverte de la musique, tu nous as parlé aussi de tes premières expériences avec ce départ en France. Tu m'as dit grâce à qui tu étais parti? C'était François Pignol. François Pignol, voilà, c'est ça. Et on va voir ton premier album. Donc tu as commencé en fait, bon, la musique tu la pratiques depuis longtemps, mais la production musicale c'est 1990. Voilà, l'album est sorti en 91. 91, voilà, c'est ça. Et c'est avec Mireille Martelly, et c'était le label Diad. C'était le label Diad, voilà, c'est ça. LM, c'était Luc Mireille ou la bonne Martelly. Voilà. Et Martelly, forcément, avait appris aussi. Quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc ça a été une belle expérience, c'était assez particulier parce que c'était une période où c'était du playback. Donc j'ai fait un premier album, un deuxième album. Je veux dire que les spectacles étaient c'était du playback, voilà. Pour les chanteurs, en tout cas, de ce que moi j'ai connu, ici, en Guadeloupe, en Guyane et aussi dans certaines villes de France, c'était du playback, quoi. On nous appelait, c'était presque jamais, ou pas du tout, pour du live à cette époque-là, en tout cas, pour nous, les artistes musiciens, chanteurs. Et bon, je me suis vite, j'ai redressé la barre parce que bon, mais je trouvais que c'était un peu facile, très honnêtement, d'être là. C'est pas méchant. Oui, parce que tu es devenu en fait un des artistes live les plus connus et qu'on voit le plus souvent en Martinique aujourd'hui. Je sais pas, mais en tout cas, je fais tout pour faire plaisir aux gens et puis pour me faire plaisir également. Mais il était question quand même que je sorte très vite des plateaux playback, ce qui veut dire que là, c'est 91, Miss Crié. Justement, alors, on regarde, on écoute Miss Crié, on en parle juste après. Voilà, donc Miss Crié qui a été un très gros succès à l'époque. Qui a été un gros succès. C'est une chanson que nous avons composée tous les deux, Jean-Philippe Pipo, Jean-Philippe Martelly et moi. Et sur cette vidéo, d'ailleurs, à chaque fois, je rigole parce qu'il y a Mireille, il y a Frédéric Garnier, qui était bassiste à l'époque, qui doit l'être encore, mais il vit en France. Et puis, il y a surtout Ronald, et qui, bon, quand je regarde cette image, c'était pas du clip, c'était à l'époque de la chanson filmée. Oui, tout à fait. Et ça me fait bien sourire, ça me fait, enfin, voilà, quoi. Ouais.
Et le deuxième album est sorti, à l'époque, on sortait quasiment un album tous les ans. Hein, l'année d'après. Le deuxième album, on va voir sa couverture. Donc, toujours avec Mireille Martelly, toujours sous le label Diad. Tout à fait. Est-ce que ton goût pour les duos, parce que tu fais beaucoup de duos, tu le tiens de cette... En fait, ta question, c'est quoi? Tu veux savoir pourquoi j'aime autant les femmes jusqu'à chanter avec elles, c'est ça? Je veux savoir pourquoi tu aimes tant les duos. Non, pas ça. Alors souvent, c'est vrai qu'il m'arrive et d'ailleurs, je ne me suis pas arrêté à ces 2 disques. Hein, oui, on va en voir d'autres. Voilà, j'ai eu l'occasion de composer. Oui, je pense que sur certaines chansons, sur certains thèmes qui sont posés, il est intéressant d'avoir un homme et une femme, quoi, sur certaines chansons. Et ça sonne bien, hein. On regarde Réflexion. Réflexion, ouais. Arrêtez souffrir, yo envie ouais la vie a. Mon yé le ciel lavé, les paniers la jet. Nous est différents, mais nous pas indifférents. Les nous kawaii yo kapele, les paniers manger. Yo te que main vive, en toute sécurité. Pour les yo cadeaux, mais ça c'est le meilleur que les verts. Mais pas arrêter comme ça. Toujours terrorisé. Ah non, la j'ai yo même pas ça. Pour t'y déclarer. Yo les arrêtez souffrir. Yo envie ouais la vie a. Mon yé le ciel lavé. Les paniers la j'ai. Les paniers bon capete. Les oupé marché en paix. Les oupé parler du saoulé. Sans jamais serrer. Voilà, donc c'était Réflexion, donc un titre du deuxième album. Du deuxième album, composé par Ronald et moi, Ronald Tulle et moi. Voilà, nous étions 2 sur cette composition. Et c'était à la belle époque, à l'époque où les vinyles se vendaient encore. C'était l'époque des vinyles, voilà. C'est maintenant... Et puis les chiffres de vente étaient intéressants. Ah oui, à l'époque, nous n'étions pas dans le téléchargement à outrance, où nous avions un album physique, quoi, quelque chose en main, où nous avions encore des disquaires partout, à Fort-de-France et dans certaines communes de l'île. C'était quand même une belle époque. Après, il y a eu les CD qui se vendaient aussi. Voilà, les CD. Puis il y avait une certaine chaleur humaine entre les producteurs. C'était une époque où il y avait aussi des producteurs. Absolument. Où il y avait des disquaires et des artistes, où on pouvait se parler, où il y avait aussi, même au niveau des radios, des animateurs radio qui écoutaient tout l'album et qui pouvaient faire des choix. Maintenant, l'artiste se pointe en radio, il a un programmateur, c'est ce qu'on dit? Oui, tout à fait. Un programmateur qui décide 2 morceaux ou pas. Et la donne a vraiment changé, quoi. Alors après ça, tu as marqué une pause au niveau des albums. Mais par contre, tu as eu pas mal de collaborations. On va voir par exemple celle-ci avec Malavoie. C'était Malavoie à la Réunion. 95, 96. 96, oui. En fait, Malavoie a eu une tournée à un moment donné à faire. Donc, sur pratiquement une année, il y a eu l'Espagne, les États-Unis, la Réunion, le Bataclan à Paris. Il y a eu quand même pas mal de dates à faire. Et pour ça, Edith Lefel, nous étions les 2 invités du groupe Malavoie à ce moment-là, où nous ne faisions pas tout le répertoire, mais nous intervenions à des moments précis du concert. Ça a été une belle expérience. Ça a été une belle expérience. Il y a eu aussi l'expérience, toujours avec Malavoie, je crois, l'expérience à New York. New York, c'était au Lincoln Center, et j'ai été agréablement surpris. Parce que c'est pas moi qui t'ai acheté au New York Times, et on a un copain du groupe, Romain Palude, qui était batteur de Malavoie sur cette tournée, et qui a ramené un New York Times, et où j'ai vu mon nom apparaître dans le journal. Je me suis dit, moi, t'as regardé, Romain, moi, t'as regardé. Il en avait un deuxième, donc ce sont de bons souvenirs encore. Et à l'époque, la musique de Malavoie, la musique antillaise, mais bon, Malavoie, c'est particulier avec les violons, etc., avait été très très bien reçue. Bien sûr. À l'étranger, c'était un groupe qui avait la cote. Hein. On a eu l'occasion de faire un grand festival sur la Réunion, par exemple, ou d'être au Lincoln Center, où il y avait quand même une presse, j'ai envie de dire, américaine, d'accord, une presse américaine. C'était vraiment une belle expérience pour moi. Tu as eu aussi cette expérience avec, à la fois avec Falfret et Acoustic Zouk. C'était un petit peu la même. C'est le même. Ouais, c'est la même période. Et on écoute L'amour passionné. Si un jour moi décidé partir, est-ce que vine
chérie. Et puis on m'a découvert la vie. Sans moi pas ça de m'inquiéter. Moi aller imaginer plaisir. Moi t'es béni si nous t'es s'enfuir. Ça ferait de la moins qu'à réfléchir. Mais on peut pas faire tout ça où envie. Je nous appris et pas parti. Mais sans vous ça m'inquiéter. Oh. Je nous appris et pas parti. Mais moi peux pas faire tout ça moi envie. Voilà, donc c'était Acoustic Zouk, et puis tu as eu aussi donc, la collaboration avec Falfret, et Voilà. ce spectacle au CMAC. Ils ont joué plusieurs fois au CMAC, mais Voilà. là c'était, je crois, l'année d'après, C'est ça. 97. Et j'ai envie de dire que j'ai été très content d'avoir partagé la scène avec eux. Nous étions au micro à Bon, il y avait les frères Bernard dans les deux. Hein. Oui, les frères Bernard étaient Luther François. Et puis là, sur scène, Tony Chasseur, Annick Charlec et moi. Et c'était quand même le CMAC de Bellevue, quoi. Oui, Donc, j'ai envie de dire que oui, mon t'en mettait pieds moins là, parce que c'était quelque chose d'extrêmement fort. C'était un lieu extrêmement fort pour la musique martiniquaise, le CMAC à l'époque à Bellevue. Alors, je précise que les morceaux qu'on a vus tout à l'heure, il y a eu d'abord le YouTube de Jimmy B, c'était Miss Crié, et puis Bruno Labonne, qui est ton cousin, je crois, Oui. et qui a mis beaucoup de titres Tout à fait. à toi. Il est actif, il est actif. En ligne. Hein, Ouais, pas la J, mettez. Alors, après ces collaborations, il y a eu le prix SACEM en 1997, tu te souviens? Tout à fait. 80. Alors, ou alors tu chantais à ce moment-là? Alors, sur ces prix C'était le fameux SACEM, prix où il y avait eu Charles Aznavour qui était voilà, qui qui était là. était de passage en Martinique. Alors, sur ces prix SACEM, je crois que j'ai eu un prix, je crois bien. Interprète masculin, voilà. Oui, tout à fait. Interprète masculin en 97. Ça se C'était faisait à l'époque. ta première récompense? C'était ma deuxième récompense. Oui, parce qu'il y avait j'avais Miss été Crié avant, non? Miss Crié, voilà. Nous avions, Mireille et moi, eu un trophée sur Paris à l'époque. Nous avions été aussi nominés pour Miss Crié en Martinique. Et là, c'était un prix SACEM en qualité d'interprète masculin de l'année, en 97. Et puis après, c'est donc les collaborations qu'on a vues. Tu es revenu à la production et tu as sorti ton troisième album. Tout à fait. Pour plus de plaisir. Voilà. Et là, tu étais seul. J'étais seul. Il n'y a pas eu... Oui, il y a eu un duo avec Annick. Il y a eu un duo avec Annick, mais en silence, mais la plupart ou pratiquement tous les morceaux, à part ce duo, je les ai interprétés. Il y a eu des instrumentaux, il y a eu des titres chantés. C'était une période assez particulière de ma vie où j'avais envie de découvrir, de faire découvrir des choses différentes. Et là, tu étais musicales. auteur-compositeur de la plupart des titres. Auteur-compositeur de tous les titres. Voilà. On va écouter un petit medley, Un mai en silence, et puis Hier aujourd'hui. Ouais, ça marche. Ni l'année que moi qu'à observer ou sans parler. Mais petit, ou pas jamais fait moins comprendre. Ni l'année que moi qu'à observer ou sans parler. Mais petit, ou pas jamais fait moins comprendre. Si l'amour a tenu contre-temps, contre-vent, tous les deux, j'ai nous t'es que va en même temps, attends même parlant. Et pour ça, nous t'es que ensemble pour longtemps. Non, non, non. Hier encore c'était, je t'aime chérie à la folie, c'était pour la vie. Tu disais souvent que nous allions vivre tout le temps sans aucun souci. Mais la vie on l'a voulu autrement. Un feeling qui passait plus comme avant, non. Pourquoi m'en veux-tu encore après tout ce temps? Tu devrais oublier par moment.
Voilà, donc un clip tourné à l'époque à l'Hôtel Batelière, 98. 98. Voilà, et c'était un de tes premiers clips en fait. C'était mon premier clip. Parce que c'est vrai que de tous les artistes ici, je pense fauter très sérieusement en termes de crédit d'image, quoi. Parce que j'ai souvent été trop sur la musique Ouais. que sur les clips et tout le reste, malheureusement. Hein. Voilà, je ferai en sorte que ça change. Alors c'était à la fois extrait du YouTube de Bruno Labonne et puis de Tropic Prod de Martinique. Alors tu as ensuite enfilé une nouvelle casquette, celle de patron de club. On va te voir là avec Pipo et Jocelyne. Ouais. Ton premier club. Mon premier club. Là, je sors de voyage. En l'an 2000, j'ai eu envie de bouger, de partir, de sortir un peu de ma zone de confort. Et en 2000, je suis parti vivre à l'île Maurice pendant 6 mois. Ah oui. Ouais, 6 mois à l'île Maurice. Mon vie est la même parce que des fois, on se rend compte que on a l'impression qu'ailleurs, c'est tout aussi joli que chez nous, sinon plus. C'est simplement qu'ils arrivent à vendre davantage leur destination. Quand je suis arrivé à l'île Maurice, moi, je dis, mais non, mais, ok, pas de problème, la belle, mais qu'il y a une plus belle que ça, toujours. Donc, je suis resté 6 mois, j'ai quand même bien vécu, j'ai passé un séjour vraiment extra, mon premier moins. Et je reviens en 2001, et là, j'ai un club dans Fort-de-France, Boulevard Allègre, qui était déjà le lieu de rendez-vous des artistes martiniquais, où le frère est passé me voir. Donc le club au pays. Le club au pays, voilà. Là, nous sommes en 2001. Ouais. Voilà. Tu as gardé ce club combien de temps? Pas très longtemps, une année. Ouais. Une année, pas très longtemps. Et puis tu as repris tes collaborations. Tu te souviens de Blue Mango? Blue Mango, c'était une belle expérience pour moi, parce que je suis fondamentalement caribéen, d'accord? Je suis vraiment caribéen, et dans ce groupe, il y avait Richard Payne et Francis John, pianiste et bassiste, Saint-Lucien, Luther François, qui est, on ne sait même plus s'il est martiniquais ou Saint-Lucien maintenant, Éric Bonheur, qui est en Guyane, martiniquais en Guyane, Miki Telef, Dominique Bourrinville, Joël Hudbert, j'ai envie de n'oublier personne. Mais en fait, c'était vraiment bien, quoi. Parce que c'était du jazz caribéen. C'était du jazz caribéen. Et c'était génial parce que c'était différent. Voilà. Et je me suis retrouvé après qu'ils aient enregistré un disque. Ils avaient un certain nombre de dates à faire. Et pour ça, je me suis retrouvé avec cette équipe et je me suis vraiment régalé. Et puis un autre duo, puisqu'on a dit, tu aimes les duos, et tu aimes les duos avec les femmes. Alors là, c'est une aînée, mais Joby Valente. Avec Joby Valente. Mes amis disclariés. Exactement, avec Joby Valente. Alors, c'est pas sûr que tu chantais, en l'occurrence. Hein, mais... Non, là, c'est une bouche, c'est un thème. En fait, il m'a été demandé de composer une chanson pour Joby Valente. Je lui ai composé un duo. J'ai envie de dire... On va l'entendre tout à l'heure. Voilà, ça remonte à, je n'ai pas envie de dire de bêtises, 8-9 ans. 9 ans, facilement. Et nous avons interprété ce titre tous les deux. J'ai été très heureux de... Qui s'appelle Une bouche, c'est ça? Une bouche, voilà. Une bouche sur notre regard, sur le regard que nous avons sur le monde, sur notre positionnement, quoi, face aux autres. Mais enfin, c'est un extrait. Notamment face à ceux qui meurent de faim. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et j'ai été très content de faire cette chanson avec Joby, parce que c'est une femme qui représente dans le milieu artistique, dans le théâtre et dans la musique, elle a quand même pas mal contribué. Et c'était une façon pour moi de lui rendre hommage. Je précise qu'il s'agit d'une photo de Béni, on le voit d'ailleurs, elle est signée. Tout Béni qu'on salue, qu'on a eu déjà l'occasion de recevoir. Et puis il y a eu à nouveau une récompense, les prix SACEM, avec un titre original, La fille des Salines, que tu as chanté en français. Tu aimes bien chanter en français? Que j'ai chanté en français et que je chante en portugais également. Pourquoi? Parce que c'était assez... La démarche est intéressante parce que nous avons... La planète entière connaît cette chanson de Girl from Ipanema de Tom Jobim, et je me suis dit, mais ok, pas de problème, mais nous ni Salines aussi, hein, mais c'est ni la fille d'Ipanema, nous ni la fille des Salines. Donc j'ai voulu composer une chanson. J'avais déjà commencé cette chanson il y a très longtemps et je l'ai terminée en 2007. L'album est sorti en 2008. Ça a été aussi, à mon sens, un bel album. Et on écoute aussi un extrait qui est extrait du YouTube de Michael Marnet. Elle marche sur le sable tout mouillé.
On pourrait dire qu'elle est, oui, de toute beauté. On dirait une liane venue des terres sauvages et qu'on ne pourra jamais oublier. Elle continue sa route sans se soucier du feu qu'elle a su mettre de tous côtés. Les hommes sur la plage ont la tête dans les nuages pour avoir croisé la fille des Salines. Hervé en lune de miel n'a pu cacher sa gêne en voyant passer la fille des Salines. Voilà, très, très jolie chanson. Effectivement, on retrouve des sonorités un peu bossa nova. Tout à fait. Et sur cet album, j'ai... Donc, tu avais été récompensé du titre de l'album de l'année. Album de l'année, voilà, album de l'année. Et Ouais. donc, tant mieux. Alors, Luc, on a compris aussi l'amitié dans le milieu musical, et l'amitié pour Luc Labonne, c'est important. On va te retrouver là avec tes potes, comme tu dis, Alain Dracius et Alex Bernard. Ouais, les bons copains. Il en manque quelques-uns. Hein. Oui. Patinia, c'est place dans les photos. Hein. Et on va d'ailleurs les retrouver avec toi au Vieux Foyal, justement, le club-restaurant que tu avais repris À la ensuite. rue Garnier-Pagès. Voilà, tout à fait. Voilà, mais ce que j'ai envie d'appeler la garde rapprochée, ben, ils sont pratiquement tous là. Hein. Michael Marnet, Dominique Bougrinville, Alex Bernard, Alain Dracius, Miki Telef. Je le disais, l'amitié pour toi, c'est voilà, la musique, jouer de la musique et en plus avec des amis, c'est le Non, top, mais quoi. je pense que les choses ne peuvent pas être autrement, parce que pour que moi je sois bien dans ce que je fais, il ne faut pas qu'il y ait que de la performance. Ouais. Il faut qu'il y ait un bon état d'esprit, qu'on se respecte, qu'on s'aime. Qu'on s'aime. On n'a pas pour habitude de dire ça, hein, qu'on s'aime. Oui, tout je à fait. t'aime, mais mon frère. C'est ça. C'est toujours gênant pour nous, on fait preuve de pudeur, mais Ouais. ces Surtout hommes-là... pour les hommes. Bien sûr, les hommes entre eux, c'est toujours compliqué, quoi. Et enfin, les hommes entre eux, même dans des vies de couple, hein, des fois, ce n'est pas si simple que ça. On n'a toujours pas réussi à décoder ça. Ouais. Mais mes amis savent que je les aime et je leur dis, quoi. Alors, ton dernier album, alors je crois que maintenant on dit, puisqu'il n'y a plus d'album, de disque, on dit ton dernier EP. EP, ouais, Voilà, ouais, je ça crois. s'appelle C'est pas faute personne. On écoute un petit medley aussi et puis on revient. Ok. Je ne demande pas de miracle, simplement du réalisable. Si les enfants du monde entier pouvaient manger en quantité raisonnable. Je demande pas de miracle, simplement du réalisable. Si les enfants du monde entier pouvaient manger en quantité raisonnable. Je nous vois rigoler à perdre haleine. On s'enivre, on s'endort, on se réveille, on se gave, on se pavane, la vie est belle. Mais tant fait tant qui t'étend. Je dis qu'on s'adime différemment. Moi envie ouais timon en bas soleil, qu'à jouer à dans tout petit coin la rue. Moi les ouais filles continuer jouer marelle. Nous pédis ça nous lever, ça t'est belle. En fait tant que t'étends, j'en dis qu'on s'attelle mais différemment, sans même nous demander à rien, pour entrer en la vie moins, l'homme est opposé en la moins. C'est la caga de moi et moi-même
ça pour te dire. Donc, ce sont des audios du dernier album de Luc Labonne qu'on a entendu sur la photo de ce dernier album. Rappelle-moi le nom du dernier album. C'est pas votre personne, voilà, c'est ça. Mais le premier titre, c'était Une bouche. Oui, tout à fait. Le premier titre, c'est celui que tu avais chanté, tu avais composé pour Joby Valente. Voilà, c'est ça. Et ce titre est sorti sur son disque à elle, en fait. Et puis là, on a eu donc après Tant fait tant et Leandro, le morceau que tu as consacré à ton fils. Tout à fait. Très très jolie musique et on voit aussi l'influence brésilienne. Ouais. Je pense que nous avons cette chance d'être dans une Caraïbe qui est plurielle, hein, entre les îles hispanophones, anglophones, et nous devrions nous enrichir de ça. Et c'est un titre qu'aujourd'hui on peut écouter sur les plateformes d'écoute musicale, Deezer, Spotify, etc. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Comment tu qualifierais l'évolution de ta musique, en quelques mots? Comment je qualifierais l'évolution de ma musique? J'ai envie de plus penser à mon état de musicien. Mon état de musicien, mon évolution en qualité de musicien, plus qu'à ce que je pourrais considérer comme étant un produit, quoi. Voilà, c'est plus... je pense que chaque jour, je m'applique. Pour le chant, là, j'ai des petites curiosités, puisque le piano m'a toujours permis de composer, mais là, sur mes derniers concerts, je suis au piano avec mes copains. Je travaille avec un pianiste, Michael Marnet, qui est un mec fabuleux, pas que pour le jeu, mais humainement, c'est une bonne personne. Donc, il accepte que je sois sur scène avec lui, qu'on soit tous deux au piano. Donc, c'est vraiment une belle expérience encore. Et donc, j'ai envie de dire que je me fais plaisir. Ouais. Et tu te fais plaisir aussi sur scène. On va voir qu'il y a à peine un mois, tu étais sur la scène de l'Atrium. Tout à fait. C'était le 13 avril. Tout à fait, 13 avril. Beau succès aussi. Ouais, nous avons eu, dans le cadre des Jeudis musique de l'Atrium, nous avons eu une salle pleine et avec un beau concert, avec des danseuses, avec des musiciens. C'était un peu différent. Et puis, je pense qu'il y a des gens qui sont venus ce jour pour m'entendre dire des choses, parce que le concert, c'était Luc Labonne à cœur ouvert. Oui, c'est ça. Et donc, pour certaines de ces personnes qui me connaissent, il était peut-être question que je dise des choses sanglantes. Alors qu'en fait, non. Je crois que nous avons tous une mission. Et moi, si un jour je dois partir, et on partira tous, je partirai avec la conscience tranquille, quoi. En tout cas, tu sais aussi te mettre en valeur. Et on va voir cette petite démo que tu as faite, quelque part, pour vendre tes spectacles. C'est une production Luc Labonne, on regarde. Préparez-moi ça au café, ou dehors en toute boîte, tous les soirs. T'as quitté ma dame en Kaila, même si ou ça qu'a fait la peine. Oh, non, parti. Voilà, c'est la bande promo, on va dire, la vidéo de promotion de Luc Labonne en ce moment. Oui, et puis de toute manière, je n'ai pas trop le choix. Nous avons parlé d'une époque où nous avions des producteurs, où il y avait où les disques se vendaient bien. Où les disques se vendaient bien, voilà, où il y avait même des tourneurs et tout. Je crois que là, la donne a considérablement changé pour certains d'entre nous, en tout cas. Donc, c'est Griffonterre. Voilà. On arrive à la dernière partie. Tu sais déjà qu'on a beaucoup débordé, mais c'est pas grave. C'est politique. Alors Luc, je le disais en début d'émission, tu l'as toi-même répété, tu es quelqu'un d'engagé, quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, notamment face aux injustices. Tu es aussi engagé pour la promotion de la culture martiniquaise, pour la transmission aussi, comme ça s'est passé avec le Miroir au Verpré, ancienne salle de cinéma, que tu as reprise pendant quelques temps. Oui. Cette salle, ce cinéma qui a bercé toute notre enfance, au Verpré, que j'ai transformé en salle de spectacle. C'était M. Maignan. Voilà, c'était les époux Maignan, les propriétaires.
et qui m'ont loué cet espace. Et donc pour ça, je crois que nous avons, fort heureusement, dans tout le centre atlantique, hein, vers Pré-Gaumont, Robert jusqu'à Basse-Pointe, nous avons eu des spectateurs qui étaient ravis de voir Max Cancé, parce que ça a été le premier artiste que j'ai produit, Falfred, Jocelyne Béroir, Mario Canonge, Taxi Créole. Pratiquement tous les groupes sont passés, et c'était une très belle chose, quoi. Et aujourd'hui, alors tu n'as pas pu continuer, Non. mais aujourd'hui, la salle est fermée. La salle est fermée. J'aurais souhaité qu'elle soit reprise et qu'il y ait une dynamique autour. Reprise par la ville. Par la ville, par exemple, ça serait cohérent, à mon sens. Ouais. Mais enfin, voilà. Bon, et avec les élus, tu as des relations compliquées, on peut le dire. Tu as une image des élus, on va voir tout à l'heure une photo, mais il y a des courriers d'élus qui font plaisir, comme ce courrier que tu avais reçu de Serge Etchimi en 2007, il était encore maire de Fort-de-France. Tu te souviens, je crois que c'était pour le stade de Dillon, la dénomination du... Oui. En fait, alors, je ne sais plus si c'était Serge Etchimi ou alors Raymond Augustin, je ne sais plus, hein, qui était maire à cette époque. Mais c'était pour la dénomination du stade de Dillon, qui devenait stade Pierre Aliquer. Ouais. Et C'était un courrier du maire de Fort-de-France. Du maire de Fort-de-France, voilà. Et sur cette opération, effectivement, j'avais occupé le poste de régisseur général. Ça veut dire que tu avais tout organisé, tout chapeauté. Ouais. Entre les invités des élus, entre les sportifs, ils étaient à peu près 900, entre l'artificier pour les feux d'artifice et tous les autres. C'était une lourde responsabilité, mais c'était vraiment une belle opération. Et puis, il m'était déjà arrivé d'assurer le poste de régisseur général sur des festivals ici, sur des prix SACEM également. Et ça a été je suis un homme de challenge, donc je me suis vraiment régalé. C'est une de tes nombreuses compétences. On peut dire ça. Et puis, bon, je le disais, les élus, tu ne les portes pas forcément dans ton cœur. Il y a ce visuel qu'on va voir qui t'a beaucoup fait sourire et tu trouves qu'il est assez révélateur de ce que... C'est révélateur, c'est parlant. Je veux dire, quand je regarde ça, j'ai juste envie de mettre des 4x3 dans tous les coins de France et puis pourquoi pas prendre quelques clichés des élus martiniquais pour peu qu'ils ronflent autant lors des plénières et mettre ça dans tous les coins de la Martinique. Voilà, non mais c'est juste... C'était pour le clin d'œil. Tout à fait. Tu es aussi très sensible aux questions d'identité et aux marqueurs culturels. Et tu affiches tes choix, comme là, par exemple, pour le drapeau RVN, le drapeau rouge, vert, noir, qui finalement est devenu le drapeau officiel de la Martinique. Mais très tôt, toi, tu as adhéré, toi, à ce drapeau-là, à ces couleurs-là. Oui, donc, alors j'avais le choix. Hein. J'ai eu le choix très tôt entre plusieurs drapeaux, hein, que ce soit un drapeau bleu, blanc, rouge, rouge, vert, noir, lambi, petit poisson rouge, colibri et tout ça. Il y avait un choix à faire, je l'ai fait, mais je crois qu'au-delà des couleurs, je crois que ce qui est plus important pour moi, c'est la mission que j'ai à mener ici en Martinique. Nous vivons sur une petite île qui peut être extrêmement géniale. Nous avons énormément de gens de talent. Nous avons des gens extrêmement compétents ici en Martinique. Donc, au-delà de la couleur rouge, vert, noir, j'ai plus envie, je me présente plus comme étant un Martiniquais conscient. D'accord ? Donc, pour ça, il y a des causes sur lesquelles je me bats, couleur ou pas couleur, rouge, vert, noir ou pas rouge, vert, noir. J'interviens assez régulièrement par rapport aux non-lieux que nous avons eus sur l'empoisonnement au chlordécone. Oui. Donc j'interviens quand je peux, comme je peux, avec les moyens que j'ai. J'estime que ça fait partie d'une injustice. C'est terrible ce qui nous arrive en Martinique. Hein. Nous avons eu des ancêtres qui sont passés du stade de l'esclavage. Nous sommes sortis de ça. Et maintenant, nous sommes un peuple empoisonné à un niveau que nous ne pouvons même pas... Nous savons à quel point nous sommes empoisonnés. Et pourtant, nous sommes toujours là, à faire les beaux garçons, à faire les jolies filles, à survoler le débat, alors que, en fait, ça devrait être un débat de tous en Martinique. Ouais. Tu fais partie aussi de ceux qui ont... on va le voir, ont quelque part regardé avec, alors je dirais pas satisfaction, tu vas utiliser tes propres mots, mais tout ce qui était déboulonnement de statut, contestation de la façon dont l'histoire de France nous était présentée, dont nos rapports avec la France nous sont présentés. Oui, alors je pense que l'information est pas... Ça, je précise que c'est ouvert prix. Hein. C'est ouvert prix à côté de l'état civil. Ça me fait rigoler parce que mon père était, et je dis ça respectueusement, était un gaulliste de la première heure. Donc, il n'est plus de ce monde, mon père, depuis 1993. Et très honnêtement, je pense que s'il pouvait m'entendre parler de ce qu'a été ce général de Gaulle dans l'histoire du monde,
ils ne comprendraient peut-être pas, quoi. Je crois qu'il y a une génération qui n'est pas prête à entendre un certain nombre de choses. Ouais. Donc le déboulonnage, c'est vrai qu'il a été montré du doigt ici en Martinique, mais bon, en Belgique, Léopold II, il y a eu droit, nous avons eu droit à ça dans tous les pays du monde, aux États-Unis, au ailleurs. Royaume-Uni, aux Voilà, États-Unis, etc. voilà, un peu partout. Donc après, je crois qu'il faut à un moment donné savoir accepter qu'il y a une jeunesse qu'il y a un véritable ras-le-bol, quoi, par rapport à certaines choses qui se font. Il faut savoir accepter. Voilà. Ce que nos arrière-grands-parents, nos parents n'ont peut-être pas su faire, ils ont fait d'autres choses extraordinaires. Ouais. Mais pour ce qui est de... Il y a une véritable recherche, une démarche identitaire qui se fait actuellement, mais pas qu'en Martinique, dans énormément de pays du monde. On n'a qu'à voir ce qui se fait en Afrique, au Mali ou ailleurs. Donc il faut quand même savoir écouter. On va parler maintenant du Vieux Foyal, puisque c'est un petit peu ce qui t'a occupé, on va dire, pendant ces trois dernières années, en commençant par la rue René Pagès, où se situe le Vieux Foyal, que tu ne gères plus aujourd'hui. Tout à fait. Alors, juste un mot sur cette rue Garnier-Pagès, qui est une rue particulière. C'est la dernière rue avant le bord de mer, avant le Malécon, on va dire. Parallèle à la rue Victor Hugo et au bord de mer. Tout à fait. Et c'est une rue particulière. C'est une rue qui est devenue un peu un haut lieu artistique Tout à fait. de Fort-de-France. Tout à fait. Je trouve, quand je vois les photos encore, je trouve ça vraiment bien fait. C'est vraiment génial. Ça crée une dynamique dans la capitale. Elle a été colorée, effectivement. C'est très bien. Je pense que c'est histoire de peindre la rue et la rendre piétonne apparemment. En tout cas, jusqu'à une certaine heure. Je trouve que c'est une très bonne chose. Après, je pense que autant les meneurs de projet ont eu raison de le faire, autant il aurait été intéressant d'impliquer davantage d'artistes martiniquais sur le projet. Voilà. Et parce que ce ne sont pas des artistes martiniquais qui ont peint... Pas que. Mais sinon, c'est très bien pour la ville. C'est très bien pour la ville. Alors, le Vieux Foyal, qui était ton club-restaurant, Oui. alors ça a été, depuis le confinement, comme on en a parlé au début, considéré comme la plupart, enfin, comme tous les commerces, comme ceux-là considérés comme non essentiels. Tout à fait. Il y a eu des injonctions de fermer qui t'ont été adressées. Tu as parlé de harcèlement. On le voit là, ici, effectivement, sur cet article de je crois que c'est RCI, tout à fait. Et puis, il y a eu le procès, ton procès, puisque comme tu as refusé de fermer, tu as été assigné en justice. On va voir d'ailleurs, tu avais mis en scène ce procès. On va le voir sur la fichette suivante. Oui, il était pour moi important de rester ouvert parce que c'était vraiment tout à fait, cette photo, je l'aime beaucoup, c'était vraiment de l'injustice pure et dure. C'était une façon pour un système de nous afficher quelque chose en plein visage et puis qu'on n'ait rien à dire, quoi. Alors qu'en fait, non, les choses ne se passent pas comme ça. Je pense que Qu'est-ce que tu as voulu montrer avec ce visuel? Alors, ce visuel, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je l'ai reçu, comme tout le monde. Mais est-ce que j'étais pas toi? Non, ce n'était pas moi, mais est-ce que j'étais pris pour cible? Parce que c'est vrai que nous vivons dans un système dans lequel il est important de couper des têtes. D'accord? Et bon, c'est vrai que moi, en ma qualité d'artiste musicien, et puis de Bouglari aussi, Manlaria, qui a fonctionné depuis tout le monde, donc il était important peut-être pour le système de me... voilà, il fallait couper des têtes et je faisais partie de celles qu'il fallait couper. Et puis, on va le voir, tu as donc été condamné, 1 mois de prison avec sursis. Et 1 an d'interdiction de gérer, voilà, de travailler. Tout à fait. Donc, pareil, je vois le nombre d'injustices qui se font ici et ailleurs. Il y a tellement de choses à gérer en Martinique. Très honnêtement, j'ai un souvenir assez intéressant de ce procès parce que je vois le juge face à moi qui me dit « Oui, mais c'est la bonne... » par maître, pas Germani, maître... Giovanni William. Et je vois le juge face à moi qui me dit « Monsieur Labonne, mais quand vous allez 1 an, mais vous allez vivre de quoi ?» Je lui dis « Mais je me dis, vous avez une femme, vous êtes marié? Non, divorcé. Ah bon, vous avez une copine? Non. Pourquoi? Mais vous avez quand même, vous voyez quand même quelqu'un, et puis Bouglaka allait au bout, quoi. Ouais. Et à la fin, je lui ai dit non, mais par contre, très honnêtement, si vous avez des cousines ou des sœurs, moi, je n'ai aucune difficulté, présentez-les-moi. J'ai dû lui dire ça parce que comment est-ce qu'un juge peut se permettre de m'adresser la parole en plein tribunal, en plein procès de la sorte. Donc ça a été une fumisterie de la pire espèce, cette histoire de fermeture de lieux non essentiels. D'ailleurs, nous voyons bien où ça nous a menés. Franchement, il y a des gens, des établissements, de grosses structures, de grosses enseignes qui ont continué à travailler. La Française des Jeux en tête. Et puis pendant ce temps, je ne vois pas en quoi, si je ne joue pas au PMU ou au Loto,
Qui ça qui a changé dans la vie? Moi, s'ils ne m'ont pas joué. En quoi est-ce que c'est essentiel? Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on me demande, moi, de fermer? À aucun moment, il n'a été prouvé que les établissements de nuit, que les restaurants qui avaient des regroupements de Covid ou compagnie. C'était juste une fumisterie, avec malheureusement des élus qui ont suivi parce qu'ils n'ont pas le choix, quoi. Ils sont tenus par les... Et comme tu n'as pas ta langue dans ta poche, on va le voir, tu as réglé tes comptes dès que tu pouvais, comme par exemple là pendant le carnaval. Alors, il y avait des choses inscrites sous la pancarte. Ça, c'est la version soft. Voilà, la version ça, soft, tout à fait. Non, mais parce que c'était... L'ARS faisait partie d'un système. Oui, l'ARS faisait partie d'un système à ce moment-là. L'ARS fait partie d'un système. Qu'est-ce que je raconte? Et puis, ce qui était dérangeant pour moi j'ai vu, malheureusement, et c'est de la stratégie, je vois des sportifs, j'ai vu des sportifs et des artistes à ce moment-là, qui étaient les bras de fer de l'ARS et de la préfecture, et du gouvernement, parce que l'ARS, finalement, pour moi, c'est un outil, et simplement. Et j'ai vu des artistes et des sportifs de haut niveau qui invitaient les gens, qui incitaient les gens, qui sur des 4x3, en tout cas, moi, des point, pas point. À se faire vacciner. À ce moment-là, moi, je n'étais pas dans un débat de vaccination, non-vaccination. Chacun fait des choix. Dans toutes les familles, il y a des vaccinés et des non-vaccinés. Mais simplement, quand moi, juste en qualité d'artiste extrêmement influent, je dis aux gens, point, on a dit non. À ce moment-là, là, on est en 2023, j'invite, et j'ai de bons rapports avec ces sportifs et des artistes. Je leur dis quand même, à ce moment-là, 2023, bon, pas ni Covid ou ni type Covid, mais on va respecter ça, pas ni problème. Parlez-nous. Dites-nous, bon, et moi, là, la préfecture, l'ARS, bon, il dit nous dit des bails, mais il nous médaille, il médaille nous, il dit nous dit des bails, il dit nous dit autres vaccinés. On est conscient que c'était quand même une supercherie. Dites-nous quelque chose. Mais là, je me retrouve là, avec ma mère qui aurait pu être vaccinée ou qui l'a certainement été. Et puis, si les choses s'étaient mal passées, je n'aurais pu en vouloir à ces gens-là, quoi. Parlez, dites quelque chose. Voilà. Pour terminer sur une note, on va dire positive, Luc, donc tu vas continuer à nous régaler en live. Ah oui, oui. Tu as des projets, forcément, en quelques mots? Des projets, oui, puisque déjà, dans une semaine, précisément dans une semaine, j'ai un concert. Alors, au moment où l'émission sera diffusée, malheureusement. Voilà. Donc, et sur les 2 jours qui suivent, je suis invité par un groupe qui est dans une des grandes salles de Martinique. Tu donnes donc, la musique les dates, continue. c'est quoi précisément? Alors, 18 sur le festival du François, le 18 pour le festival du François et 19-20 à l'Arobase avec le groupe Bassingo. Et puis, à côté de ça, la musique continue, elle n'arrête jamais. Merci beaucoup, Luc Labonne, d'avoir partagé ton parcours avec nous. Merci. On se retrouve très bientôt, je le pense. Merci à vous de nous avoir suivis, chers Ditata. On se retrouve très bientôt aussi pour une nouvelle émission. Très bonne soirée ou très bonne journée.